La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. Harley-Davidson lance une moto tout électrique. Une Tesla Roadster se promène à vitesse folle dans l'espace. Nordressa, entreprise québécoise, met sur la route des camions tout électriques de plus de 3000 kg. L'entreprise Théo Taxi ajoute plus de 200 taxis à sa flotte de véhicules tout électriques déjà en place. La toute nouvelle Nissan Leaf 2018 n'est pas encore sortie au Québec, mais déjà des prix sont remportés par cette dernière. Une émission tout à fait spéciale où on va parler en long et en large de la pétition pour avoir 2000 bornes de recharge rapide supplémentaires. Tout ça et bien plus encore dans ce 27e épisode du balado Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault. Je suis administrateur et webmestre de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce balado dédié 100% aux voitures électriques. Oui, vous m'avez bien entendu dire ce balado parce que voulez-vous, Office de langue française oblige, balado-diffusion est un nom masculin. Après avoir utilisé le terme « la balado-diffusion » pendant, 27 épisodes, je réalise, après certaines lectures et après avoir entendu plusieurs podcasts faits par Radio-Canada, qu'effectivement, le mot « balado-diffusion » comme nom est un nom masculin, donc c'est un balado. Alors, toutes mes excuses pour ces 27 fois où j'ai péché par... le mauvais genre, donc c'est un balado. Mais quand même, je suis content de l'animer, ce balado-là, et d'être avec vous toutes les 2 semaines pour vous parler de voitures électriques. On a eu un beau 2 semaines, encore une fois, sous le signe du froid, de la neige. Je peux vous dire une chose, c'est que les gens qui s'achètent une voiture électrique cette année commencent dans les conditions, je vous dirais, les pires. Donc, de la neige, on doit dégeler les voitures, de la pluie verglaçante, des froids sibériens, ça lâche pas, mais c'est pas grave. On aime ça, on est content de nos autos, on met le préchauffage, on fait fondre la glace, on profite du fait que c'est des voitures qui ont un centre de gravité quand même assez bas, des voitures pesantes qui ont une bonne tenue de route généralement, donc on est content de nos voitures électriques hiver comme été. Plusieurs personnes nous écoutent. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur plein de plateformes. On est diffusé maintenant sur quelques radios web. On est également sur toutes les grandes plateformes de balado-diffusion telles le iTunes Store. Vous pouvez nous écouter sur Google Play. Vous pouvez nous écouter sur Balado Québec, sur RZO Québec, enfin, à plein d'endroits. Et vous pouvez nous laisser un petit message, juste nous dire si vous aimez la balado, le balado, que dis-je, le balado, si vous aimez le balado. Là, je vais m'enfarger souvent, vous ne devez pas m'en tenir rigueur. J'ai comme 27 épisodes de 45 minutes de mauvais plis à défaire dans un épisode seulement. Donc, si vous aimez le balado, vous vous gênez pas, vous m'écrivez martin@aveq.ca. Vous avez des suggestions à me faire, vous vous gênez pas. Donc, ça nous fait toujours plaisir quand vous nous écrivez. Ça nous donne un feedback, ce qu'on n'a pas toujours quand on est comme ça en train de faire des enregistrements de façon un peu autonome. On n'est pas devant le public, on n'a donc pas de réaction. C'est donc le fun d'avoir des petits feedbacks de votre part. J'en profite pour remercier 2 auditeurs qui sont à l'écoute sur une base régulière. Donc, Stéphane Bourque et Martin Thibault. Vous deux, messieurs, merci beaucoup d'être à l'écoute. Puis c'est grâce à vous si on fait cette balado-là. Vos encouragements nous permettent de continuer. En passant, ceux qui sont capables d'aller sur iTunes et nous donner 5 étoiles, ça aide à populariser le balado, le faire remonter dans la liste de popularité et ainsi être vu par un plus grand nombre de personnes. Alors, ça va être un épisode tout à fait spécial cette semaine qui va être sous le signe de la pétition qu'a lancée l'Association des véhicules électriques du Québec pour l'installation de 2000 bornes de recharge rapide. Vous avez bien entendu, 2000 bornes de recharge rapide d'ici 2020. C'est une demande ambitieuse, oui, mais réaliste si on tient compte du nombre de véhicules sur les routes maintenant, ce qui est projeté pour 2020, et un ratio de nombre de bornes de recharge rapide par véhicule qui est acceptable et adéquat. J'ai
rentrerai pas dans les détails tout de suite parce qu'un petit peu plus tard, dans quelques instants, on a un entretien avec Richard Lemelin, qui est vice-président de l'association et qui a, avec moi et d'autres membres de l'association, travaillé à la mise en place de cette pétition-là. On va débattre en long et en large le pourquoi de la pétition, pourquoi 2000, qu'est-ce que ça va coûter, qui va le payer, pourquoi on veut que ça soit de cette façon-là, comment on veut que ça soit déployé, surtout ces 2000 bornes-là. Donc, on va parler de ça en long et en large. Donc, je le ferai pas tout de suite, mais quand même, vous dire qu'on va en parler longuement, plus longuement que d'habitude dans les entrevues, ce qui fait que cette semaine, la chronique Voiture électrique 101 fera relâche là, pour laisser un petit peu plus de place à notre ami Richard et parler de la pétition et du bien fondé de cette dernière. Donc, sans plus tarder, on fait une courte pause et ensuite on vous revient avec les nouvelles et les actualités dans le monde de l'électromobilité. Alors voilà une nouvelle qui risque d'en surprendre plus d'un. Harley-Davidson fait l'annonce d'une première moto électrique qui devrait être mise en vente en 2019. Cette nouvelle moto devrait s'inspirer du premier prototype, le Livewire, qui avait été présenté en 2014. La moto, on a même pu la voir dans le film Avenger, l'ère d'Ultron. Elle était chevauchée par Scarlett Johansson. Cependant, si on se rappelle à l'époque de la Livewire, la moto manquait cruellement d'autonomie et l'entreprise avait dû investir entre 25 et 50 millions de dollars dans cette nouvelle aventure de Harley. Harley ne fait pas ça pour rien puisqu'elle cherche désespérément des nouveaux marchés après une année 2017 catastrophique au niveau des ventes et l'annonce de la fermeture de 2 usines aux États-Unis et en Australie. À moins de vous-même être sur une autre planète, vous avez entendu parler de la Tesla Roadster rouge de Elon Musk qui maintenant vole dans l'espace en direction de l'orbite martienne. Effectivement, la Tesla de Elon Musk se déplace maintenant à une vitesse de 11 km par seconde. La voiture est pilotée par un mannequin vêtu d'un véritable scaphandre spatial et a été lancée avec succès par la fusée Falcon Heavy, développée par une autre compagnie appartenant à Elon Musk, SpaceX. Ce lanceur est d'ailleurs considéré comme le plus puissant actuellement en service et ironiquement, la radio de la voiture jouera en boucle la pièce Space Oddity de David Bowie pour le reste de la durée de vie. À la condition évidemment de survivre à son passage au travers de la ceinture de Van Allen, un endroit plutôt hostile pour une voiture, où elle a été expressément envoyée pour cumuler une autre première historique selon John Taylor, directeur des communications de SpaceX. La décapotable devrait faire le tour du Soleil pendant plusieurs centaines de millions d'années et elle devrait s'approcher de Mars à l'occasion, mais les chances sont très faibles pour qu'elle y tombe. On dit souvent qu'on a raison d'être fier du génie québécois. C'est d'autant plus vrai avec maintenant des beaux camions électriques qui sont conçus et fabriqués à Laval et qui arrivent sur nos routes. Parce que c'est avec grande fierté que Nordressa, une entreprise qui conçoit et fabrique des systèmes de propulsion pour véhicules électriques, a reçu la visite de M. André Fortin, ministre des Transports et de la Mobilité durable et de l'électrification des transports. Ils ont procédé à la remise de la toute première plaque verte de type L au Québec, laquelle est destinée aux camions électriques de plus de 3000 kg. Alors, comme la voiture électrique, le camion électrique de Nordressa ont droit à plusieurs avantages puisqu'ils sont admissibles à la plaque verte, donc des accès gratuits aux traversiers, accès privilégié à des voies réservées lorsque la signalisation le permet, bien entendu, l'accès gratuit aux autoroutes 25-30, les stationnements gratuits dans certaines municipalités, etc. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Nordressa, là, vous pouvez visiter leur site web www.nordressa.com ou simplement consulter les références à la fin du présent balado. Après avoir survécu à des rumeurs de temps difficiles, la compagnie Théo Taxi annonce que 200 taxis Théo supplémentaires sillonneront les rues. En effet, les partenaires institutionnels et privés de Taxelco réaffirment d'une même voix leur confiance en Théo Taxi en y injectant 17 millions de dollars. La Caisse de dépôt et de placement du Québec, le Fonds de solidarité de la FTQ, le Fonds d'action et le Fonds XPND Capital ont ainsi décidé d'accélérer la croissance du modèle d'affaires progressiste et visionnaire porté par Alexandre Taillefer. La compagnie embauchera 600 nouveaux chauffeurs et travailleurs de soutien ainsi que 20 professionnels en technologie de l'information et assurance qualité. La flotte de Théo Taxi est pleine de taxis zéro émission au look distinctif et elle sera bonifiée de 200 nouvelles voitures électriques, ce qui lui permettra d'atteindre 350 véhicules.
Taxelco se dotera également d'un centre d'opération ultramoderne et agrandira son réseau de bornes de recharge privées. Une nouvelle intéressante pour ceux qui ont fait la réservation de la nouvelle Nissan Leaf 2018. Elle a été nommée véhicule électrique le plus économique à posséder sur 5 ans par le Kelley Blue Book lors du Salon de l'automobile de Chicago. En plus du prix d'acquisition, l'évaluation comparative tenait compte, entre autres, de la dépréciation, du coût du carburant, des frais d'assurance et de financement, ainsi que des coûts d'entretien et de réparation. La mission de l'AVEC se résume comme suit. Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. L'AVEC se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEC? Si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Si vous êtes propriétaire de véhicules électriques, participez à nos forums pour partager votre expérience. Vous connaissez un propriétaire de véhicules électriques? Faites-lui connaître notre site. Vous connaissez un vendeur de véhicules électriques? Laissez-lui notre carte d'affaires. Vous voulez installer une borne chez un commerçant ou au travail? Consultez nos guides. Vous voulez vraiment nous faire plaisir? Devenez membre de notre association. Vous voulez devenir partenaire ou annoncer sur notre site? Contactez-nous à info@aveq.ca. L'Association des véhicules électriques du Québec, la référence en électromobilité. Alors, je suis présentement en compagnie de M. Richard Lemelin, vice-président de l'Association des véhicules électriques du Québec. M. Richard Lemelin, bonjour. Bonjour, Martin. On parle aujourd'hui du projet de pétition qui a été lancé par l'Association des véhicules électriques du Québec. Là, pétition pour implanter 2000 bornes de recharge rapide au Québec d'ici 2020. C'est un beau projet, puis j'aimerais ça qu'on explique un peu là, d'où vient cette initiative-là et vers où ça s'en va, si tu le permets bien, mon cher Richard. Bien sûr. Écoutez, l'idée de la pétition trotte dans la tête depuis un certain temps, puis bon, c'est quand même pas nouveau qu'au Québec, avec le circuit électrique là, qui déploie des bornes de plus en plus, mais à un rythme qui est ralenti. Du moins, c'est ce qu'on a observé en 2017. Et avec la progression des véhicules électriques, là, on a un problème de plus en plus criant de bornes électriques rapides. Donc, on s'est dit, il y a un problème dans le sens que l'offre de bornes ne suit pas les ventes de véhicules électriques. Donc, il faut envoyer un message clair, tant qu'à moi, là, aux instances gouvernementales pour faire en sorte que, là, il faut changer quelque chose, il faut qu'il y ait des nouvelles bornes et il faut qu'il y en ait beaucoup. Oui, et si je peux me permettre, Richard, actuellement, il faut bien comprendre que les bornes sont installées, bon, il y a différents réseaux qui en installent, mais celui qui en installe le plus, là, qui a le gros volume actuellement, c'est le circuit électrique qui est ni plus ni moins qu'une tentacule là, d'Hydro-Québec. N'en demeure pas moins que les installations de bornes actuellement, c'est pas des installations qui sont faites c'est pas des installations qui sont subventionnées directement par le gouvernement ou qui sont considérées comme des infrastructures. C'est donc un modèle d'affaires au circuit électrique qui fait en sorte que pour chaque borne rapide installée, il doit y avoir un partenaire qui signale son intérêt avec lequel les coûts d'acquisition d'installation de la borne sont partagés. Et par la suite, le retour sur investissement, donc les profits là, d'utilisation de la borne vont être partagés également, mais profits qui sont tellement faibles comparativement aux coûts d'acquisition et d'installation que personne ne le fait dans un esprit de faire de l'argent actuellement. Les grandes entreprises qui l'ont fait, comme Rona, Métro, comme certaines municipalités, le font pour la cause. Et étant donné que c'est difficile de trouver ces sommes-là et des entreprises qui veulent embarquer uniquement pour la cause, ben
ça fait que le plan d'affaires actuellement du circuit électrique s'essouffle et que c'est difficile de trouver des partenaires et d'installer des nouvelles bornes. C'est un peu ça, là. Tout à fait. On pense que on a eu des signes avant-coureurs de ça dans le passé. Puis effectivement, le modèle d'affaires basé sur des partenaires, dans la plupart des cas privés, il peut y avoir des partenaires municipaux aussi. Mais la quantité, le niveau d'investissement en dollars est tellement important pour des revenus qui sont, somme toute, assez modestes. C'est rendu difficile de vendre ça, ne serait-ce que par idéologie. Là, certains partenaires vont le faire. Mentionnons même Cascade qui a déployé une borne et qui l'a mis tout à fait gratuite. Donc là, on sent que l'aspect écologique est très fort, puis ils veulent envoyer un signal, mais c'est vraiment une exception. Oui. Donc, Richard, ce que ça m'amène à te poser comme question, c'est donc le modèle d'affaires fait plus l'affaire. Ça ralentit, autrement dit, comme on dit souvent en blague, ça ralentit le groupe. Le modèle est pas approprié, là, du moins pas la cadence de déploiement des véhicules. Puis on sait qu'avec la loi zéro émission qui est en vigueur depuis le début janvier, le nombre de véhicules électriques va également augmenter à vitesse grand V. Là, il faut trouver une autre solution, probablement un autre modèle d'affaires. On va en reparler un petit peu plus loin, mais ce modèle d'affaires-là doit permettre d'implanter beaucoup de bornes, et là, beaucoup, l'AVEC l'a chiffré à 2000. Donc, ma première question, c'est pourquoi 2000 bornes rapides? Alors, pourquoi 2000 bornes? En fait, nous, on s'est positionné sur le rapport du comité consultatif sur l'économie et l'innovation, comité présidé par Monique Leroux, qui a remis le 25 septembre dernier 12 recommandations. Et parmi celles-là, il y a en fait la recommandation de déployer 2000 bornes rapides au Québec pour inciter là, vraiment le transport électrique. Alors nous, on s'aligne sur ce rapport-là qui a été remis là, à la demande du gouvernement provincial même. Alors c'est le principal élément là, sur lequel on s'enligne. Également, 2000 bornes, ben, en fait, c'est pour prendre les devants également sur le fait que pour vendre des véhicules, en fait, ça prend une infrastructure. Et faut que l'infrastructure soit déjà en place pour convaincre les gens d'acheter des véhicules électriques. Donc, c'est le problème de l'œuf et la poule. Alors, c'est normal qu'il y ait une infrastructure, à notre sens, qui soit solide et en place pour faire en sorte d'éliminer la crainte des nouveaux acheteurs qui manquent de bornes. Ouais. Également, on a remarqué depuis plus d'un an là, qu'il y a de plus en plus de files d'attente aux bornes rapides actuelles. Donc, il y en a un certain nombre. Actuellement 95 du circuit électrique, il y en a de flots également, mais il y a encore plusieurs sites qui ont un achalandage assez important, et même que tout récemment, on a un collègue là, qui devait se rendre à la Pocatière, et puis il a dû attendre à Lévis. Il s'est rendu compte qu'il y avait 2 véhicules en file pour la borne rapide, puis finalement, devant le temps d'attente très long, là, il a rebroussé le chemin, puis il a dû prendre son véhicule à essence pour se rendre à destination. Donc, c'est des situations que c'est absolument... c'est pas... comment dire? On ne peut pas vendre une solution électrique là, avec des temps d'attente comme ça. Et ça commence c'est une problématique qui est récente, je dirais de peut-être un an et demi. Là, on commence vraiment à avoir une problématique, mais malgré que ça date d'un an et demi, ça commence à se répandre. Nous, on le voit beaucoup quand on fait de la représentation, quand on fait des événements ou encore des conférences. Les gens nous parlent de cette attente-là aux bornes. On l'avait prévu, on l'avait prédit, donc il n'y avait pas encore d'attente. Les gens disaient, hey, un jour, il va y avoir trop de véhicules pour le nombre de bornes. Ben là, c'est depuis un an et demi, même presque 2 ans, on est là. C'est-à-dire
que la majorité des gens qui utilisent sur une base fréquente les bornes de recharge vont nous dire peut-être une fois sur deux devoir attendre pour se charger. Attendre qui parfois n'est pas si pire, mais qui dans d'autres fois peut être avec les véhicules maintenant avec des plus grosses batteries, des plus longues autonomies, une attente qui peut être passablement plus longue et désagréable. Il y a aussi, on se rend compte, je pense que ça peut être un facteur qui peut expliquer aussi l'accroissement du nombre de véhicules versus le nombre de bornes, donc qui fait en sorte que le ratio bornes rapides véhicules se détériore rapidement. On a une augmentation du nombre de véhicules tout électriques versus les hybrides branchables. Je pense qu'historiquement, on avait pas mal plus d'hybrides branchables que de tout électrique. Et là, le balancier est en train de se renverser. Je me trompe pas, Richard. Tout à fait. Dans nos dernières statistiques de décembre dernier, au 31 décembre, on remarque là, une remontée du 100% électrique. Et donc, dans le fond, les véhicules actuellement hybrides branchables sont des véhicules tout à fait pertinents, mais n'empêche que ce modèle-là est quand même perçu comme un modèle de transition. Alors, si on regarde vers le futur, et la tendance le confirme, là, c'est le 100% électrique qui est en nette augmentation. Qui va l'emporter au final. Qui va l'emporter. Et là, les bornes rapides prennent de plus en plus d'importance. Il ne faut pas négliger ça. Donc alors, ce qui me vient en tête, Richard, c'est on comprend bien pourquoi la demande de l'AVEC, c'est d'installer 2000 bornes rapides. Maintenant, on s'est fait dire dans les dernières années, il n'y a pas tant de bornes rapides que ça d'installer parce que, bon, il y a le modèle d'affaires, puis ça coûte cher. Donc, ça coûte cher, c'était vrai, ça doit être encore vrai. Si ça coûte cher et qu'on veut en installer 2000, c'est que ça va... La demande de la soumission, c'est une facture qui risque d'être élevée. Donc, ma question, combien ça va coûter, cette mesure-là de 2000 bornes rapides, si le gouvernement décidait d'aller de l'avant et de répondre favorablement à la demande de notre soumission, de notre pétition, pardon? Oui. Alors, historiquement, une borne rapide, on se rappellera que la première a été installée en 2013, et là, les coûts étaient vraiment très dispendieux. Mais maintenant, avec les nouvelles technologies, puis avec un certain volume, une borne qui, à l'époque, là, valait 70 000 $, maintenant en vaut 30 000 $. Là, on parle de l'acquisition de la borne, là, sans l'installation. Donc, le coût a diminué pas mal, et c'est sûr qu'avec le volume, là, on parle de 2000 bornes, là, on peut s'attendre à baisser possiblement les coûts encore. Mais en comptant 30 000 $ pour la borne avec des frais moyens d'installation autour de 20 000, ce qui nous donne 50 000 $ par borne, donc fois 2000, ça donne donc un budget de 100 millions. Et là, ça peut paraître gros, 100 millions. Voilà. Hein, pour le commun des mortels qui voit ça, il dit 100 millions de dollars, c'est beaucoup. 100 millions de dollars d'argent public, c'est énorme. Mais si on se compare, c'est quand même pas si pire que ça, parce qu'avec 100 millions, dans le fond, si on parle de stations d'hydrogène, à 3-4 millions canadiens par station, ça nous fait pour le même budget uniquement 25 à 33 stations. Et là, nous, on parle de 2000 pour 2000 bornes rapides. Alors, on peut faire une couverture du Québec beaucoup plus grande qu'avec une poignée de stations d'hydrogène pour le même budget. OK. Et cet argent-là, ça vient d'où? Alors, cet argent-là, dans le fond, c'est une mesure qui, tant qu'à moi, devrait être financée par le plan d'action contre les changements climatiques, le PAC 2013-2020, qui est déjà qui finance déjà certaines mesures pour les changements climatiques. Et le PAC en question a déjà une enveloppe budgétaire de 3,3 milliards de dollars. Donc, c'est déjà prévu au budget. Alors, un 100 millions dans 3,3 milliards, c'est quand même une goutte d'eau. Donc, puis là, le PAC, dans le fond, lui, est financé par la bourse du carbone. Donc, c'est vraiment les entrées d'argent de la bourse du carbone qui financent le PAC. Alors, ce n'est pas des sous qui vont devoir être cherchés dans la poche des contribuables, des nouvelles taxes, des nouveaux impôts. C'est vraiment
c'est déjà financé par la bourse carbone. OK. Donc, pour donner un exemple aussi, il y a le plan d'action en électrification des transports, le PAET, qui comporte actuellement 2 mesures qui concernent les bornes rapides publiques. Et il y a un certain nombre de bornes qui ont été financées à partir du PAC via le plan d'électrification des transports. On se rappellera, en 2014-2015, le MTQ avait déployé 7 bornes rapides sur l'autoroute 40. Donc, c'était un projet pilote. Donc, il avait été financé en partie par le PAC. Donc, ça a été un financement de 500 000 $ qui a été complété. Ça fait déjà de ça plusieurs années. Ça a été complété en 2015. Et il y a également quelques bornes rapides, j'en ai dénombré 3, qui ont été déployées dans des villages relais, également financés par le PAC, mais il y en a une poignée, donc 3 ou 4. Donc, c'est quand même des petits investissements. On parle de 350 000 $ actuellement sur un budget de 2,5 millions. Donc, le financement public des bornes rapides actuellement est vraiment minime et devrait être vraiment relevé. Et c'est le plan d'action sur les changements climatiques là, qui devrait fournir cette enveloppe-là dans l'enveloppe globale de 3,3 milliards. Bon. Écoute, Richard, 2000 bornes rapides, on sait combien ils coûtent. Sur un budget du plan d'action contre les changements climatiques de 3,3 milliards, on subventionne toutes ces bornes-là, puis il reste encore 3,2 milliards dans le fond. On ne met pas le fond à terre avec ça. Donc, on sait combien ça coûte, on sait où est l'argent. Maintenant, la question qui tue, on les installe où, ces bornes-là? Donc, c'est sûr qu'il va falloir faire des consultations. On n'a pas la réponse à 100% aujourd'hui, mais c'est clair que ça va prendre des stations multibornes comme celle de Belleuil. Oui, hein? Tout à fait. Donc, c'est un super concept qui a vraiment... qui dessert bien, là, dans le fond, les grands axes routiers. Dans ce cas-ci, à Belleuil, c'était 4 bornes. Donc, il pourrait y avoir des stations à 2, 4, 8 bornes, donc selon l'affluence, selon le corridor routier en question, l'achalandage. Donc, ça pourrait être utilisé pour les principaux axes routiers et les grandes villes. Et il pourrait avoir également des stations avec bornes uniques ou doubles. Puis là, ce serait pour couvrir vraiment le territoire de la province. Donc, ça devrait. Donc, quand on sort des grands... Autrement dit, sur les grands axes routiers, les grandes villes, c'est des stations avec beaucoup de bornes, 4, 6, 8, mais quand on sort des grands axes routiers, qu'on prend des routes secondaires pour aller dans des plus petits villages ou des plus petites villes, là, on aurait peut-être 1 borne, 2 bornes. C'est ça, tout à fait. Donc, c'est pour couvrir le territoire, en même temps que d'offrir du volume sur les grands axes routiers selon l'achalandage. Puis là, on revient à ce qu'on disait au début, pour éviter l'attente. Donc, sur un corridor routier qui a beaucoup de véhicules qui passent, ça prend plusieurs bornes. Donc là, on évite l'attente, un peu comme les fameux superchargers de Tesla, où il y a un certain nombre de stalls. Faut un peu imiter ça. OK. Et on nous posait la question dernièrement, avec la venue des voitures avec des plus grosses batteries. On pense à la Chevrolet Bolt, là, qui a une batterie de 60 kWh, mais il y en a d'autres qui s'en viennent, la nouvelle Nissan Leaf, les voitures Tesla aussi qui peuvent se brancher sur ces bornes-là avec un adaptateur. Ces voitures-là, on nous dit, ils vont utiliser moins souvent les bornes de recharge rapide parce que, étant donné qu'ils ont une grosse batterie, ils n'ont pas besoin d'arrêter aussi souvent pour se charger. Donc, s'ils arrêtent moins souvent, ils les utilisent moins souvent. C'est vrai. Donc, les voitures avec des grandes batteries, des grosses batteries, arrêtent beaucoup moins souvent aux bornes. Sauf que quand ils arrêtent, ils sont pas là juste pour 15-20 minutes. Ils sont là pour plus longtemps. Donc, quand ils bloquent, quand ils arrivent à la borne puis ils se chargent, qu'ils ont tout à fait le droit de faire, soit dit en passant, leur temps de recharge va peut-être prendre le même temps que 3 autres véhicules de plus petite batterie. Donc,
quand tu tombes sur une Chevrolet Bolt ou une Tesla P85 qui commence à se charger, tu as le temps d'aller souper comme il faut, là, tu sais. Donc, c'est vrai de dire qu'ils vont arrêter moins souvent, mais étant donné qu'ils arrêtent plus longtemps, c'est juste un déplacement du problème, finalement. Voilà. Donc, ça ne justifie en rien le fait que, grâce aux voitures à grosse batterie, on aurait besoin de moins de bornes. Exactement. Et dans le fond, ça déplace le problème, ça le rend un peu différent, mais le problème reste entier. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir plus d'arrêts et à plus courte échéance, on diminue les arrêts, mais quand on arrête pour plus longtemps. Et donc, c'est vraiment là que c'est important d'avoir de multiples bornes, surtout pour les axes routiers achalandés et les grandes villes, pour éviter d'avoir à attendre après un véhicule qui a une grosse batterie et qui charge pendant 1 heure. Ouais. Ma prochaine question. On sait que la pétition a commencé au tout début du mois de février. Ça se termine là, le 1er mars. Pourquoi cette date-là? Pourquoi ce timing-là pour la pétition? Oui. Alors, on l'a lancé publiquement le lundi 5 février. En fait, on a discuté avec le député qu'on a approché pour faire lancer la pétition parce qu'il y a un procédé de parrainage. Donc, pour mettre une pétition en ligne sur le site de l'Assemblée nationale, il faut être appuyé par un député. Ce n'est pas n'importe qui peut mettre en ligne une pétition comme ça. Alors, on a donc été parrainé par M. Sylvain Gaudreault, qui, donc, évidemment, fait figure d'exemplarité depuis qu'il est rendu avec un transport 100% électrique, avec son véhicule 100% électrique. En discutant avec lui, on a déterminé que, dans le fond, le timing serait excellent pour faire en sorte que la pétition soit en mode éclair, c'est-à-dire qu'on va finir ça au 1er mars. Et la raison, c'est que le budget s'en vient. Alors, le budget va être présenté environ vers la mi-mars. Donc, on veut vraiment avoir une opportunité de se faire valoir juste avant le dépôt du budget. Question d'avoir une opportunité au niveau budgétaire. Donc, on n'a pas le temps, je pense, d'attendre 1 année supplémentaire. Non. Déjà, le problème est déjà là. Hein? C'est pas un geste qui vise à prévenir un problème. C'est un geste qui vise à régler un problème qui est déjà présent. Qui est déjà présent et qu'on vit depuis plus d'1 an déjà, avec le ralentissement du déploiement du circuit électrique. Donc, il faut vraiment l'adresser et ça urge. Donc, on a volontairement rapetissé la période de pétition pour ne la faire que sur 1 mois, faire un sprint parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Il faut agir maintenant et ça urge. Ouais. Sinon, c'est contre-productif. Hein. D'un côté, on met en place, il y a quelques mois, quelques semaines même, une loi qui a pour but d'augmenter le nombre de véhicules, mais simultanément, on n'a pas le nombre de bornes qui augmente. Donc, on augmente proportionnellement au nombre de véhicules la frustration des gens qui ont les véhicules électriques. Et là, on va avoir un effet inverse de celui qui est voulu. C'est-à-dire qu'on va commencer à véhiculer, pour pas faire de vilains jeux de mots, dans la population un sentiment de pas sûr, véhicule électrique. Maintenant, il y en a disponibles, mais on ne peut plus faire de longs déplacements, il n'y a pas assez de bornes rapides, donc on aurait comme un double message. D'un côté, on dit achetez-en, puis de l'autre côté, on dit on ne vous supporte pas au niveau de l'infrastructure. Ça serait vraiment un très mauvais message de la part du gouvernement à lancer en ne bougeant pas, et ce, très rapidement. C'est très facile à comprendre pourquoi là, la pétition a été lancée super vite. Tout à fait. Et j'ajouterais même que ce n'est pas que le message pour les nouveaux acheteurs. Il faut penser aussi à ceux qui roulent déjà électriques et qui se butent de plus en plus à des files d'attente et ça pourrait ultimement les décourager de continuer à rouler électrique. Alors, faut pas négliger là, les électromobilistes actuels
Oui, oui. Il y a un taux de rechute très faible chez les électromobilistes, là, ceux qui ont une voiture électrique qui retourne à l'essence. Il y en a que ça peut arriver là, pour des questions de logistique familiale, de déménagement, etc. Mais des gens qui disent « j'aime vraiment pas ça, je retourne à l'essence », là, il n'y en a vraiment pas des tonnes. Donc, il ne faudrait pas commencer à en créer artificiellement en n'ayant pas une infrastructure qui supporte là, les gens qui sont déjà en place. Donc, je te rejoins là-dessus en effet, à 100 000 $. Ça serait déplorable et surtout pour une question d'infrastructure. Ouais. C'est inconcevable. Tout à fait. Écoute, donc, c'est une pétition éclair, tu le dis. Si on parle maintenant de la suite des choses, là, les signatures, ça commence à rentrer. Je pense dans le premier 48 heures, on a eu un départ qui était vraiment canon. Là. C'était pour le moins fulgurant. On en est rendu, au moment d'enregistrer la balado-diffusion, on en est rendu où? Actuellement, faut dire qu'on enregistre ça le 8 février, donc 3 jours seulement après le début de la sortie publique de la pétition. On a déjà plus de 3600 signatures, plus de 2000 dans la première journée, 3000 dans la deuxième, puis là, on approche de 4000. Alors, ça va très bien, ça va à vitesse grand V, mais il faut continuer, il faut persister. Donc, c'est sûr que là, plus on a de signataires, de pétitionnaires, comme on les appelle, plus on va avoir un impact sur les instances gouvernementales. Donc, c'est vraiment important que le maximum de personnes qui nous supportent et leur entourage aussi, faut absolument signer. Il y a 2 façons de le faire. La première est sur le site web de l'Assemblée nationale. Donc, pour s'y rendre, il y a plusieurs façons. Donc, sur notre site web, aveq.ca, il y a actuellement un article qui est en haut de page dans les actualités. Donc, il y a le lien pour se rendre. Ou directement, on a fait un URL, une adresse web, dans le fond, pour se rendre directement. Il s'agit de bornerapide, en un seul mot, .ca. Donc, bornerapide.ca. Cette page web-là nous redirige automatiquement sur le site de l'Assemblée nationale où il y a le formulaire. Et il faut simplement entrer nos informations, donc nom, adresse, code postal, ces choses-là. Puis, dans le fond, il y a 3 étapes. On remplit le formulaire. L'Assemblée nationale nous retourne un message par courriel qu'on doit cliquer. On doit cliquer sur l'hyperlien dans le message que l'Assemblée nationale nous envoie pour valider notre signature. Donc, c'est une boucle de vérification par courriel là, assez standard et c'est très important de compléter le processus. Donc, ça, c'est la première façon d'enregistrer notre signature. On a également mis sur notre site web un fichier, donc un fichier PDF qu'on peut faire imprimer pour, dans le fond, c'est de la signature papier. Donc, pour les gens qui veulent faire signer des connaissances, des amis, n'importe qui. Donc, on peut faire des signatures manuscrites, donc sur papier. Et ça, il suffit de faire remplir, faire signer les gens et de nous retourner la copie papier, les copies papier, à l'adresse indiquée au bas. Et là, le temps joue contre nous. Donc, nous, on doit remettre ça au début mars à l'Assemblée nationale. Donc, ça va être important de poster les feuilles remplies, signées aux alentours du 25 février pour qu'on les reçoive à temps. Dans les notes du podcast, Richard, on va mettre un lien direct à la fois pour aller à la pétition en ligne et à la fois pour télécharger le formulaire papier. Donc, les gens qui écoutent le podcast, là, soit sur le site web, vous avez les informations, mais même si vous écoutez le podcast avec un appareil mobile, un téléphone ou une tablette, dans les notes de la balado, directement sur votre appareil, vous aurez les hyperliens pour accéder aux documents dont on vous parle. Excellent. Je dois rajouter aussi qu'on incite les gens à partager sur les réseaux sociaux, à en parler avec des proches, des connaissances, votre famille, les futurs électromobilistes aussi.
il n'y a pas d'âge minimal pour être pétitionnaire. Donc, ça peut être On peut avoir un ado à la maison qui suit son cours de conduite puis qui pourrait très bien signer la pétition. Oui, tout à fait. Donc, faut penser à la future génération aussi qui, eux, qui ont déjà connu l'électrique dans plusieurs cas. Donc, eux autres, c'est sûr qu'ils doivent être sensibilisés, puis ils peuvent signer, ils peuvent être pétitionnaires sans aucun problème, électroniquement, au papier. Il n'y a aucun problème. Bien, Richard, je pense que ça fait un bon survol, ça fait le tour de l'information qu'on avait à donner aujourd'hui. Je vous rappelle l'URL ou l'adresse à aller pour signer la pétition, c'est www.bornerapide, au singulier, là, BORNERAPIDE.ca. Vous allez accéder directement, comme nous a expliqué Richard tout à l'heure, à la pétition. Vous pouvez la signer en ligne. Vous avez également sur notre site web avec.ca un article qui explique les tenants aboutissants de cette pétition-là, qui vous permet également de télécharger là, les formulaires papier si vous voulez en apporter au bureau. Souvent, là, il y a des espaces au travail où on peut mettre ce genre de pétition-là, en parler aux collègues sur l'heure du dîner, puis les inciter à la signer, que ce soit en ligne ou sur papier. Chaque signature compte. C'est le poids du nombre qui va faire en sorte qu'on va avoir une voix qui va être significative auprès de l'Assemblée nationale et que, espérons-le, on pourra faire le changement dont tout le monde rêve depuis si longtemps. Richard Lemelin, merci beaucoup pour ta présence sur la balado aujourd'hui. Je pense que ça l'a éclairé nos auditeurs. Ça a été un plaisir, Martin. Merci, à la prochaine. Okay. Bye. Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richmond, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Alors, voici les activités à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Alors, le Salon du véhicule électrique de Québec, qui sera du 6 au 11 mars 2018, c'est un moment idéal pour voir les nouveautés, découvrir les nouveaux modèles 2018 de véhicules électriques et aussi de faire des essais routiers. Ensuite, le 21 avril 2018, pendant le Salon du véhicule électrique de Montréal, ce sera l'Assemblée générale annuelle de l'Association des véhicules électriques du Québec. Les détails vont vous venir sous peu. Et ce Salon du véhicule électrique de Montréal, deuxième édition, c'est du 20 au 22 avril 2018, des conférences, de l'information et des essais routiers. Finalement, le méga week-end électrique de Rivière-du-Loup qui aura lieu du 2 au 3 juin 2018 au centre commercial de Rivière-du-Loup. Des informations et des essais routiers. Toutes les infos sont à venir. Ceci conclut le présent balado-diffusion. L'AVEQ remercie tous les collaborateurs, particulièrement Richard Lemelin, pour sa participation aujourd'hui. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec appréciera en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin@aveq.ca, mais pour toutes les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca.
Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, visitez notre site web au www.avq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.avq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault, et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.